Madame, Monsieur, bonsoir. Secteur privé en 2023, c'est notre sujet ce soir dans Question d'actu. Nous sommes en janvier et personne ne peut réellement dire quelle sera l'année économique 2023. Cela dépendra de la clémence du ciel. Et sur ce point, les choses semblent s'améliorer. Allahumma lakal hamd. Mais dans ses prévisions macroéconomiques pour établir son budget de l'année, l'État mise sur un taux de développement ou une croissance de 4%, d'un déficit budgétaire de 4,5% du PIB et d'un taux d'inflation à 2% seulement. Jusqu'à quelle mesure le secteur privé se retrouve dans ses prévisions et dans les dispositions de cette loi de finances 2023 ? Et pour reprendre le haut-commissaire au plan, contrairement à ce que l'on croit généralement, ce sont les entreprises privées et les ménages qui jouent un rôle décisif dans la relance du capital physique puisqu'ils assurent 66% de la formation brute de capital fixe global au moment où l'investissement public n'assure que le tiers restant. Mais voilà, les entreprises et les ménages marocains devraient faire face à des vents contraires cette année. Inflation, baisse de la demande mondiale et resserrement monétaire principalement. Quid alors des défis particuliers auxquels sont confrontées ces entreprises et leurs réponses probables dans les mois à venir. Le moral des Marocains continue pour sa part sa tendance baissière pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2008. Au troisième trimestre, en effet, troisième trimestre dernier, bien évidemment, 82% des ménages considèrent que le moment n'est pas opportun pour effectuer des achats de biens durables. Oui, donc de cette classe moyenne pour relancer la consommation, les patrons se disent pour leur part rassurés, du moins pour la loi de finances. Les dispositifs contenus dans la loi de finances ont été très appréciés par le secteur privé. Ce sont en effet les mots du vice-président général de la CGEM à l'issue d'une rencontre avec l'argentière du Royaume et le patron des douanes marocaines. Quelles sont les raisons de ce satisfecit ? Mehdi Tiazi est sur le plateau ce soir pour répondre à nos questions. Bonsoir et bienvenue. Merci pour cette invitation. Nous avons également le plaisir d'accueillir avec nous l'analyste économique, professeur Zakaria Firanou. Bonsoir et bienvenue à vous également. Merci. Très enchanté. Mehdi Tiazi, que pouvez-vous nous dire sur le moral des chefs d'entreprise aujourd'hui ? Écoutez, on sort d'une période qui est assez compliquée puisqu'on a eu les 2 années de Covid et en sortant de 2 ans de Covid, on a eu une situation qui est particulière et qui suivait ces 2 années complexes. Et cette situation, c'est une guerre en Ukraine et avec les conséquences qu'elle a eues, notamment sur l'inflation. Et elle a largement participé à une déstabilisation des grands équilibres mondiaux. On sort donc de 3 années relativement compliquées. Et en fin d'année, nous avons cette loi de finances qui est venue avec son lot de bonnes nouvelles, mais aussi quelques points d'amélioration selon le patronat, couplée à une charte d'investissement qui est courageuse, qui a le mérite de poser les bases d'une aide de l'État pour le financement de l'investissement des entreprises du secteur privé pour répondre à la demande de Sa Majesté, mais aussi au rapport du nouveau modèle de développement économique. Et donc, nous pensons que dans un contexte mondial qui est complexe, les entreprises marocaines ont des challenges à relever. Mais si nous relevons ces challenges correctement, nous pouvons nous sortir mieux que la moyenne mondiale de cette crise. Vous êtes plutôt optimiste. Est-ce qu'on peut dire que, parce que vous avez évoqué la conjoncture très difficile ces 3 dernières années, est-ce qu'on peut parler d'un retour au niveau d'avant Covid de l'activité générale, bien sûr, tout secteur confondu, des entreprises? Si on prend l'indicateur, si on prend les perspectives de croissance annoncées par le gouvernement, vous le citiez, elles sont de l'ordre de 4%. Si on prend les chiffres du HCP, l'ordre de grandeur est de 3,5%, 3,3, 3,5%. Donc ils n'ont jamais été d'accord, mais on n'est pas très loin. On est à un demi-point de différence. Si on regarde secteur par secteur, on se rendra compte que certains secteurs se portent maintenant très bien. Et je fais par exemple référence au tourisme, qui a très largement repris par rapport à il y a 2 ans. Si on regarde des secteurs comme l'industrie automobile, elle se porte plutôt bien si on compare ça à l'année précédente.
Et vous trouverez des secteurs qui, à l'inverse, n'ont pas totalement repris pour des raisons diverses et, par exemple, pour des sujets liés à l'inflation. Donc, si on n'est pas dans les 6% de croissance qui sont projetés notamment par le rapport du nouveau modèle de développement pour que nous rattrapions les pays qui sont encore devant nous, les économies qui sont devant nous, mais on prévoit quand même 4% si les conditions climatiques sont, sans pour autant prendre des hypothèses excellentes sur les conditions climatiques, mais en prenant des conditions raisonnablement bonnes. Je pense que l'ordre de grandeur des hypothèses qui ont été prises pour arriver aux 4%, c'est 75 millions de quintaux produits. Donc c'est une bonne année sans pour autant que ce soit une année excellente. Donc du point de vue de ce chiffre, par exemple, on n'est pas encore dans l'ambition de notre économie, mais on est dans un niveau de croissance que nous espérons raisonnable et le secteur privé, en tout cas le patronat, est aligné avec cette position. Très bien. Professeur Firanou, quand on parle d'inflation et bien sûr le sujet, je pense qu'il sera encore répété dans les mois à venir tant que cette guerre en Ukraine ne trouve pas d'issue, ou on ne trouve pas d'issue à cette guerre en Ukraine, je ferais mieux de formuler ainsi. Est-ce que c'est le moment de se serrer la ceinture? Bon, se serrer la ceinture, bon, je pense que les mouvements inflationnistes, on est d'accord qu'aujourd'hui, l'inflation, il devient domestique. Ça veut dire n'est plus une inflation qui est importée. Et donc, je pense que... Est-ce que vous pouvez expliquer à nos téléspectateurs pourquoi elle n'est pas qu'importée, cette inflation, professeur? Parce que normalement, bon, si on prend les prix échangeables, les prix non échangeables qui existent dans la production des produits au niveau marocain, nous allons trouver que la quantité, ou je dirais la part des prix qui sont importés, ça représente à peu près 90% de la structure des prix au Maroc. Et donc, automatiquement, lorsqu'il y avait les mouvements, je dirais, d'augmentation des prix, que ce soit des matières premières ou les prix énergétiques, donc automatiquement, nous avions la structure des prix au Maroc qui a été touchée. Bon, nous avons attendu à peu près 6 mois, je pense, ou 9 mois, si je peux dire ça, avant que la Banque centrale ne réagisse. Ça veut dire qu'elle attendait. Bon, on peut discuter un peu, est-ce que ça a été la bonne décision ou non, est-ce qu'il y avait un retard ou non, mais en septembre, on a eu la première décision, on a dit, voilà, les prix au Maroc ont commencé je dirais un peu dans la production qui était élaborée en interne, on commençait à toucher un peu cette spirale inflationniste qui s'est mise en place. Mais maintenant, bon, parler de l'inflation, est-ce qu'elle va s'atténuer? Moi, je pense qu'elle va encore perdurer, moi je pense sur un horizon de 1 an et demi, donc on va rester un peu dans la même cadence, même si dans le dernier rapport du HCP, nous avons assisté à une certaine stagnation de ce qu'on appelle l'augmentation de l'indice des prix. Donc, il était pour le 3e et 4e trimestre d'un ordre de grandeur à peu près de 8%. Ce qui est un bon signe. Ça veut dire qu'on est en train de maîtriser en quelque sorte la situation inflationniste. Bon, est-ce que c'est une maîtrise qui est liée à la politique monétaire ou est-ce que c'est une maîtrise qui vient un peu de la conjoncture internationale? Ça reste un débat à prendre en considération. Maintenant, par rapport, est-ce qu'on va se serrer les coudes ou non? Moi, je pense que la dynamique... Serrer la ceinture, les coudes, c'est une autre histoire. Je retire ce que j'ai dit. Non, mais je vous en prie. C'est que la question de la croissance au Maroc, elle dépend largement, elle est tributaire de ce qui se passe au niveau international. Et donc là, si on regarde un peu les indicateurs, ce qui se passe en Europe, ce qui se passe aux États-Unis, aussi ce qui se passe au niveau de la Chine, on va voir que la situation en 2023 n'est pas aussi positive qu'on le pense. En table aux États-Unis, ça a été décrit, que ce soit par le FMI, la Banque mondiale, mais aussi par le dernier rapport prévisionnel du HCP, c'est qu'une croissance qui ne va pas atteindre le 1%. On est à 0,5 prévisionné pour les États-Unis, ce qui veut dire que... 1,7 au niveau mondial. Au niveau mondial, et vous avez aussi l'Europe qui va avoir un taux de croissance qui sera vraiment très fragilisé entre 1 et 2%. Ce qui veut dire que moi, je pense que la demande extérieure qui sera adressée au Maroc sera touchée de façon convenable par rapport à notre PIB. Et nous savons très très bien que la plupart des secteurs qui sont locomotives au niveau marocain, que ce soit le secteur automobile ou les autres secteurs, dépendent un peu de la demande étrangère. Maintenant, ce qui est très marquant aujourd'hui, c'est que je rejoins un peu l'idée de ces Tiazi, c'est qu'en fait, bien évidemment, c'est que la croissance en 2023, elle table sur le secteur primaire. C'est lui qui va être la locomotive pour arriver à 3,9. Pourquoi on ne sort pas de cette... Parce que vous avez parlé de spirale inflationniste, pourquoi on ne sort pas de cette spirale agricole? Sans comparer aux années avant, justement, des réformes structurelles et sectorielles majeures, il est vrai que nous n'avons pas des taux de croissance négatifs, comme ce fut le cas il y a 20-30 ans, mais à cause de l'agriculture, malgré une relance plus ou moins homogène de tous les secteurs d'activité, notamment industriels, mais pas que, les services aussi,
on a un taux de croissance d'1% parce qu'il y a la sécheresse? Très bien. Premièrement, le secteur agricole, je pense qu'il y a beaucoup d'études qui ont été effectuées sur la question de l'agriculture. Et il y a, je dirais, trois raisons, trois causes. La première raison, je pense, et ça rejoint un peu l'idée je pense, qui a été soulevée par le HCP et plusieurs études, c'est que la productivité au niveau agricole, elle est la plus faible au Maroc. Ça, il faut insister sur ça. Ça veut dire que nous avons un degré de productivité du travail et du capital qui est la plus affaiblie comparativement à tous les secteurs. C'est-à-dire un dirham investi, combien il crée de dirham richesse et combien d'emplois? Dans le capital et aussi dans le travail. Nous avons un degré de productivité qui a perdu sa vitesse de croisière. Ça, c'est très important à savoir. Deuxièmement, c'est que nous avons une agriculture qui n'a pas pu se développer de façon industrielle. Ça veut dire qu'on est toujours dans l'agriculture qui est, je dirais, classique, archaïque, si on peut dire ça. Troisièmement, on a laissé toujours l'agriculture dépendre de ce qu'on appelle, nous, les aléas climatiques. Oui. Nous avions des solutions. Donc, aujourd'hui, il y a des solutions qui sont en train de se mettre en place. Nous avons le dessalement de l'eau de mer. Nous avons beaucoup de solutions qui peuvent être utilisables pour pouvoir un peu résoudre le problème de ce qu'on appelle l'agriculture. Mais ce qui est le plus important, moi, je pense qu'il ne faut pas réduire l'agriculture uniquement par rapport à sa contribution en termes de valeur ajoutée. Certainement, elle représente 15 à 17% de ce qu'on appelle le PIB global du Maroc, mais il faut regarder un peu son impact sur les autres secteurs. Lorsqu'on parle de l'emploi, ça représente à peu près 40%. Lorsqu'on parle des effets indirects de l'agriculture sur les autres secteurs, c'est des effets qui sont vraiment, je ne dirais pas des effets contagieux, mais c'est des effets très importants et très systémiques par rapport aux autres secteurs. Maintenant, vous confirmez cela, justement, Mehdi Tiazi, les autres secteurs, je vous reprends juste après. Je vais juste préciser mon idée. Je ne dis pas que la croissance va être tirée par l'agriculture. Ce que je dis, c'est que l'agriculture ne viendra pas baisser la croissance. L'année dernière, mais elle impacte, cela dit. L'année dernière, on a fait, sur un taux de croissance de 1 et quelques %, c'était la combinaison de moins 15% sur l'agriculture et plus 3 et quelques % sur les secteurs secondaires et tertiaires. Cette année, le 4% est une composante de 2 fois 4%. Donc on n'a pas un moins 15 qui viendrait tirer. Donc c'est ce que je dis sur ça. Maintenant, oui, l'agriculture, c'est à peu près 15% du PIB et c'est une quarantaine de % de l'emploi. Donc c'est important parce que ça... Et ça a un impact très fort sur le moral des consommateurs. C'est ça. Et des investisseurs et des chefs d'entreprise. Oui, oui. Donc, est-ce que, selon les derniers chiffres qui ont été avancés, aujourd'hui même, d'ailleurs, par le ministère de l'Eau et de l'Équipement, eh bien, le taux de remplissage des barrages, grâce aux dernières précipitations, dépasse autour de 35%. Ils annoncent une année agricole exceptionnelle. Donc, ça devrait réjouir, ça devrait redonner la confiance aux chefs d'entreprise et aux investisseurs, selon vous, Mehdi Tiazi, ou ce n'est pas suffisant? Oui, non, ça participe clairement à la bonne ambiance générale et à l'investissement parce que ça draine la demande et ça tire la demande vers le haut. Ce qui était d'ailleurs un des facteurs qui n'allait pas en début 2022, c'est que la demande était très basse. Oui. Aujourd'hui, on est dans une situation bien meilleure qu'on Alors, bon, vous parlez de la demande intérieure, bien sûr. Mais je pense qu'il y a une confiance générale qui est aussi liée à la réponse que nous avons eue face à ces crises. Parce que je rappelle que si on regarde ce qu'on a fait pendant un an, et je pense qu'on n'en parle pas assez, mais l'action du gouvernement, politique monétaire, investissement, aide de l'État, subventions, etc., fait qu'à un moment, on a quand même une inflation qui a été de l'ordre de 7-8%, ce qui est la moyenne des grands pays industrialisés mondiaux qui ont des moyens supérieurs aux nôtres, France, États-Unis, etc., ils étaient aussi à 7-8%. Mais je rappelle qu'il y a des pays comme l'Argentine où c'était pas loin de 100% l'inflation. Et donc, la Turquie aussi, 80%. La Turquie qui était très élevée. Mais à cause de la monnaie. À cause de la monnaie, mais si on regarde également les pays qui sont comparables, n'ont pas aussi bien géré que nous, ont connu en plus d'inflation très importante, des dévaluations très importantes. Et nous, je rappelle que quand même pendant cette phase, on a eu une inflation qui a été largement maîtrisée. On a eu des prix les prix du pain sont restés les mêmes. En France, qui est un pays producteur de blé, ils ont été multipliés par 10 quasiment. Enfin, ils sont 10 fois supérieurs au prix chez nous. Ils ont été multipliés par 3. L'électricité n'a pas bougé. Dans n'importe quel pays du monde, vous regardez, on parle d'exception marocaine aujourd'hui. Dans les autres pays du monde, ça a largement augmenté pour des raisons évidentes. Et donc, je pense qu'il faut aussi qu'on salue l'action du gouvernement, même si c'est un message pas très populaire, mais quand même. Disons-le, on a eu une action qui est une action du gouvernement qui a été salutaire parce qu'on a contrôlé l'inflation, parce qu'on a contrôlé notre monnaie jusqu'à présent. Et donc ça, je pense Est-ce qu'il faut contrôler l'inflation ou contrôler le pouvoir d'achat? C'est là où se pose la question. Mais on a contrôlé aussi le pouvoir d'achat.
enfin, on a redonné du pouvoir d'achat aux citoyens. Si vous donnez, quand le prix du, quand le prix Vous du basez blé, sur quoi pour dire cela? niveau mondial, le prix du blé a été multiplié par 4 ou 5. La tonne est passée de 200 à 600 dollars la tonne, à peu de choses près si je me trompe. Le prix du blé, le prix du pain n'a pas bougé. Le charbon avec lequel on produit une bonne partie de notre électricité est passé de 50 ou 70 ou 80 dollars la tonne à 350 dollars la tonne. Donc le coût de production du kilowattheure sorti est passé grosso modo de 1 dirham à 2 dirhams le kilowattheure. Ça n'a pas changé sur le prix des ménages. Ça, il y a bien quelqu'un qui le paye à un moment. Et donc l'État... C'est le contribuable. Hein. L'État est intervenu. Soit dit en passant, ce sont les entreprises et bien sûr, c'est le contribuable. C'est le budget qui paye, mais ça veut dire que cet argent a été réalloué aux ménages et a contribué d'abord à redonner une part de pouvoir d'achat et à contrôler l'inflation par le bas. Nous estimons que l'ordre de grandeur de la baisse de l'inflation liée à cette intervention est de 3%. Et quand je dis contribuable, c'est aussi le contribuable qui a payé, parce que de toute façon, avec la hausse des prix des hydrocarbures et à cause du coup, avec le prix segmenté sur TVA éthique, on paye indirectement aussi ces aides de l'État puisque ces recettes-là qui sont prises sur les hydrocarbures, c'est bien sûr le consommateur qui les paye. Est-ce qu'on devrait s'attendre à une hausse des recettes ou une baisse des recettes fiscales, notamment pour l'IS, avec une croissance de seulement 1%, selon vous, Zakaria Ferrano? Bon, premièrement, si vous permettez, je voudrais juste réitérer sur la question du rôle du gouvernement par rapport à la crise. Je pense que certainement, on doit dire que le gouvernement a utilisé des mécanismes pour pouvoir un peu résoudre les problèmes. Mais on pourrait faire mieux. Ça veut dire qu'il y a des pays qui ont des expériences plus parlantes en matière, surtout de politique budgétaire. Je pense que la politique monétaire n'avait pas aussi beaucoup de moyens pour réagir par rapport à ce que nous avons vécu en termes inflationnistes. Mais là, en termes de politique, que ce soit fiscale ou politique budgétaire, je pense qu'il fallait encore faire beaucoup d'actions. Je prends un exemple. Je prends l'Espagne, par exemple. Je pense que pour l'Espagne, par exemple. On devrait largement acquiescer et approuver ce que vous dites du côté du patronat, notamment pour faire plus d'efforts peut-être. On va en parler sur la loi de finances. Voilà, l'idée simple, c'est qu'on ne dit pas que le gouvernement n'a rien fait. Non. Il a fait des actions. Ça a été des actions qui étaient positives. Nous avons pu maîtriser l'inflation, même si moi, par rapport à comment se calcule l'inflation, quels sont les paniers de biens qui sont utilisés, etc., c'est tout un débat. Parce que le consommateur, lorsqu'il regarde 8%, il regarde un peu le bien-être dans l'économie réelle, c'est très différent. Parce qu'il faut revenir sur le débat, qu'est-ce qu'il y a dans le panier par lequel on calcule l'indice des prix. Et donc ça, c'est un autre débat, mais on est tout à fait d'accord qu'il y avait une certaine diminution du pouvoir d'achat. Mais j'ai dit qu'il y avait beaucoup de mécanismes à mettre en place au moment où il y avait la crise, qui pouvaient un peu atténuer de façon plus drastique, les effets d'inflationnisme. Une réforme de l'IR, par exemple? Moi j'étais toujours on pouvait intervenir pendant 3 mois en plafonnant les prix du gasoil. Moi j'étais toujours avec ça. On peut ne pas être d'accord avec moi, mais c'est un point de vue d'un économiste. Je le dis tout court. Donc on pouvait Comment faire ça. Comment on peut plafonner cela? Comment on peut le plafonner? Comme ce qu'ont fait d'autres pays de l'autre côté de la Méditerranée, par exemple? Tout à fait. Vous avez l'Espagne dernièrement. Elle a enlevé du coup, l'État va se priver de la TVA et des TICS. Ce que j'ai dit, c'est que nous sommes dans une situation extrême. On peut faire usage de politique extrême. Lorsqu'on était dans la politique monétaire, personne ne parlait de la politique monétaire non conventionnelle. Aujourd'hui, nous avons la Banque centrale qui intervient dans le marché secondaire des banques du Trésor. C'est une première. En gros, la Banque centrale rachète la dette de l'État. Non, c'est pas ça. J'ai pas dit ça. J'ai dit c'est une intervention exceptionnelle. Et donc, lorsqu'on est dans une situation exceptionnelle, nous avons besoin de mesures exceptionnelles. Mais ça, c'est un autre débat. Qu'est-ce que fait la Banque centrale? C'est un autre problème par rapport à ce qui se passe dans le marché secondaire et par rapport au problème de liquidité. Mais dire que la Banque centrale intervient pour acheter la dette d'État, non. C'est pas ce qu'elle fait réellement. Même si on veut faire articuler ça, mais on peut débattre sur ça. Moi, je reviens maintenant sur votre question. Si on arrive... moi, on est tous d'accord qu'il y a une certaine corrélation qui est vraiment très affirmée entre la valeur ajoutée, que ce soit la valeur ajoutée agricole ou non agricole, et aussi les recettes qui sont l'IS ou l'IR. Et donc, on est tout à fait d'accord. Si on arrive à réaliser, selon les hypothèses qui ont été formulées, surtout les hypothèses par rapport au secteur primaire, parce que la croissance qu'on va réaliser, elle va être tributaire de 9% de croissance du secteur primaire. Et secteur primaire, ça veut dire que c'est l'agriculture en grande partie, et aussi l'extraction minière. On parle de l'OCP, on parle des autres entreprises
qui sont vraiment dans les ressources naturelles. Et donc, dans ce sens-là, si on arrive à faire ça, moi, je crois qu'on aura la même logique de croissance de ce qu'on appelle l'IS. Mais on ne va pas le voir en 2023, on va voir ça en 2024. C'est ce que nous avons vécu en 2021. Voilà. Les recettes d'aujourd'hui, on les voit en 2022. On les a vues en 2022. Donc là, il y aura toujours ce décalage par rapport à ce qu'on appelle un peu l'alias fiscal, etc., etc. Et donc, dans ce sens-là, bon, je pense, on est tous d'accord, si on arrive à faire 3,9 ou 4%, ce n'est pas ce qu'on veut. On veut 6, on veut 10, on veut aller vers l'émergence. On a besoin de ces taux-là pour activer un peu ce que j'appelle moi l'ascenseur de l'emploi, parce qu'il faut que l'emploi aussi bouge. Mais ça, c'est aussi tributaire des réformes structurelles. Maintenant, parler de ce qui va se passer en 2023, ça dépend. Moi, je ne regarde pas beaucoup de 2023. Moi, je regarde un peu dans 5 ans, dans 10 ans. Il faut que le gouvernement travaille sur les différentes chartes d'investissement, sur aussi la loi sur les impôts, ça veut dire la réforme des impôts. Il y a aussi le problème de ce qu'on appelle aussi la protection sociale. Il y a beaucoup de réformes qui sont structurelles. C'est eux qui vont engager le devenir du Maroc. C'est ça le plus important à mon sens. Vous voulez rebondir, Mehdi Tchazi, sur les propos de professeur Fellano, avant que je vous interpelle justement sur ce que contient cette loi de finances et aussi les raisons de votre satisfaction par rapport à... Je voulais simplement dire qu'on aurait pu intervenir sur plusieurs composantes du panier du consommateur. Je pense que les poches ne sont pas extensibles à l'infini et le choix qui a été fait, c'est d'intervenir entre autres sur le blé. Je pense que sur le gaz, il y a eu des interventions. Pour les transporteurs aussi ? Pour les transporteurs. Donc ça a été ciblé sur le blé, sur le gaz, le sucre, etc. Est-ce que le gouvernement avait les moyens de faire plus ? Je ne sais pas. En tout cas, il a fait un choix d'intervenir sur une partie, ce qui est déjà louable. Je ne dis pas que ça a été parfait, mais c'est déjà louable. Et par ailleurs, quand on regarde le prix du gasoil ou de l'essence dans les pays bien plus riches que nous, il était plutôt autour de 2 € quand il était autour de 15 dirhams chez nous. Donc, je ne dis pas qu'on est parfait, mais en tout cas, ce qui a été fait est pas mal. Alors, juste avant la loi de finances, puisqu'on parle de conjoncture, la conjoncture internationale s'annonce morose. Comment s'y prépare-t-on du côté des entreprises marocaines, notamment à cause, peut-être, et ça, pour beaucoup d'analystes, plusieurs pays vont passer par un petit chapitre de récession ou de baisse de la croissance. Comment s'y prépare-t-on ? Oui, ça a été annoncé. Je me rappelle qu'il y a 1 an à peu près, les gens disaient qu'on rentrerait en récession dans 3 mois. On s'était hasardé à dire que chez nous, ça ne serait pas encore le cas et on nous avait un peu moqué. Je constate après 1 an que, en tout cas pour l'instant, nous ne sommes pas en récession, Dieu merci. La zone avec laquelle nous échangeons le plus est l'Europe. Et l'Europe prévoit une croissance l'ordre de grandeur, c'est 0,5%. Donc ça veut dire que notre principal partenaire économique est enrhumé. Et s'il est enrhumé, on aura des conséquences chez nous, comme le disait le professeur. Maintenant, je crois aussi qu'on a énormément d'opportunités à saisir qui peuvent compenser la baisse de la demande que nous aurons. L'une des opportunités que nous avons, c'est les sujets liés à la relocalisation. Et nous pensons que, en conséquence des crises Covid, etc., une partie de ce qui se produisait en Asie viendra être relocalisé dans ce que les anglophones appellent nearshore. Donc, et clairement, le Maroc fait partie des meilleurs candidats pour accueillir une partie de cette production-là. Que fait la CGEM justement pour encourager cela ? Juste pour terminer l'idée, je reviens sur cette question. On a quelques pays concurrents à ça. Je pense que la Turquie en fait partie, je pense que l'Égypte en fait partie, mais nous avons aussi l'avantage d'avoir une politique monétaire qui nous a permis d'avoir une monnaie stable, ce qui est rassurant pour les investisseurs. Donc nous sommes, à mon avis, bien positionnés pour capter une partie de la demande qui viendra de l'Asie. Et je pense que ça viendra compenser une croissance un peu atténuée de la part de nos partenaires commerciaux européens ou américains. Ce que nous faisons sur ça, c'est une quantité importante d'opérations de one-to-one avec les différents patronats. Il y a un forum économique avec les Espagnols dans pas longtemps, c'était dans la presse. Nous faisons partie d'une alliance aussi des pays francophones qui inclut entre autres la France et d'autres pays dans lesquels nous avons des échanges commerciaux importants. Nous avons ouvert un bureau à Bruxelles qui participe également à cet effort-là.
Et donc la CGM intervient avec tous les moyens dont elle dispose. Je rappelle qu'on a 52 conseils d'affaires avec des pays en action bilatérale. Dans ces pays-là, l'ensemble des pays européens sont représentés. Donc nous avons des présidents de conseils d'affaires entre Maroc et chacun des pays européens. Et donc nous avons bon espoir d'être positionnés pour capter ça. Et je pense qu'on a une... Mais ça on ne va pas voir vraiment les résultats pour capter un projet de relocalisation. Vous le savez mieux que moi, ça prend des mois, voire des années, avant que ça ne puisse donner des résultats. Là, on parle vraiment d'une baisse de la demande pour 2023. Et dans ce sens-là, que fait la CGM pour peut-être accompagner aussi, vous avez parlé des entreprises et des patronats à l'étranger, mais pour accompagner déjà les entreprises marocaines sur le sol marocain? Non, c'est une action long terme, mais c'est une action long terme qui a démarré il y a déjà un certain temps et qui continue maintenant. Donc nous avons nous touchons du doigt l'intérêt que portent des entreprises internationales au Maroc comme plateforme de production. Donc nous sommes vus comme nous sommes une plateforme de production compétitive, à la fois par la qualité de nos ressources humaines, par notre stabilité économique et politique, et par les infrastructures que nous offrons et par notre proximité à différents marchés. Donc nous avons une position qui est enviable, qui est très compétitive et qui permet à ces entreprises de venir chez nous. Maintenant, les entreprises, celles qui ont vu une baisse, qui verront une baisse de l'économie européenne passer de 2% de croissance à 1,5% de croissance, je pense qu'elles ont vécu des crises bien plus importantes. Covid en est une, parce que là, on est passé de X à X moins un tiers. Et donc, je ne pense pas que ce phénomène de manque de croissance sur un an viendra impacter la survie ou la vitalité de ces entreprises. Je pense qu'il faut aller chercher d'autres marchés. Je pense qu'on a largement diversifié notre économie. On regarde beaucoup plus dans d'autres zones. Et donc, j'ai aucune inquiétude sur la capacité de nos entreprises à passer le cap du manque de croissance de certains partenaires. Mais est-ce que la hausse des prix des intrants et notamment ces taxes qui sont appliquées sur ces intrants n'handicapent-ils pas la compétitivité de ces entreprises et même, voire, de l'investissement? Si, mais nous ne sommes pas une exception dans le monde. Quand on a et on peut même le voir comme un avantage jusqu'à aujourd'hui, parce que la hausse des intrants, tout le monde l'a subi. Si on prend l'exemple du... Mais il y a certains pays qui n'appliquent pas de taxes sur les intrants. Mais ça a été le cas, c'était le cas jusqu'à avant cette hausse. Donc ce n'est pas une conséquence, ce n'est pas une difficulté supplémentaire qui vient de la hausse. Okay. Mais si je regarde par exemple le coût de l'énergie, qui est une augmentation d'une composante à l'intrant, nous sommes devenus très compétitifs parce que la hausse n'a pas complètement été impactée. Après, oui, quand on regarde d'autres intrants, on a une certaine hausse, mais ce n'est pas une hausse qui n'est valable que pour nous, elle est valable pour l'ensemble des pays. Et donc, nous avons d'autres arguments à faire valoir pour montrer notre compétitivité. Une réaction peut-être, Zakaria Ferrano? Juste pour revenir, il y a deux remarques que je veux formuler rapidement. C'est que certainement l'année 2023 est une année de perspective positive, si on regarde un peu les rapports qui sont établis, surtout pour le cas du Maroc, je parle. Mais il y a deux grands problèmes, moi, qui sont vraiment qu'il faut tirer soit de la note de la HCP ou aussi par rapport aux perspectives qui sont établies. Premièrement, c'est que les politiques, que ce soit la politique monétaire, elles conditionnent un durcissement du financement de l'économie. Ça veut dire la hausse des taux d'intérêt aujourd'hui, qui a été établie par la Banque centrale en septembre et aussi en décembre, et elle donne, je dirais, un signe avant-coureur qu'il y aura un durcissement des conditions de financement. Et donc là, nous savons très très bien que parmi les grandes problématiques, que ce soit de la TPE, de la PME, peut-être aussi pour la grande entreprise, c'est de trouver les sources de financement nécessaires. Et je pense que même Sa Majesté, il a évoqué ça. Ça veut dire en voulant un peu trouver les 550 milliards pour faire de l'investissement privé la locomotive de l'investissement. Donc ça, c'est un grand problème. Et je pense que jusqu'à aujourd'hui, le gouvernement n'a pas touché en quelque sorte
des solutions réelles pour pouvoir un peu retrouver cet argent. Il y a aussi aujourd'hui la question de la dette publique. Si on regarde la dette publique aujourd'hui, je parle un peu de la dette globale, elle dépasse les 90%. Et donc nous avons aussi une sortie, je pense, qui est prévue pour le Maroc au niveau international pour trouver un financement, une dette à l'international ou un financement externe aux alentours de plus de 3 milliards de dollars. Et donc dans ces conditions-là, je pense que oui, certainement, il y a des perspectives qui sont positives, qui viennent malheureusement ou heureusement de l'agriculture, parce que l'agriculture va se sentir mieux avec 75 millions de quintaux avec situation normale, mais les secteurs, ça veut dire les autres secteurs, je pense qu'il y aura un certain, ou je dirais des conditions qui seront un peu, je dirais pas défavorables, mais qui seront un peu négatives. Ça, c'est ma première remarque. Ma deuxième remarque, c'est que, je pense que les interlocuteurs ou ceux qui sont devant nous, devant l'écran, ils nous regardent. On parle généralement d'inflation, on parle tout, mais là, permettez-moi de dire qu'il faut aussi parler de revenus. Ça veut dire lorsqu'on parle du revenu du Marocain, donc on parle d'un SMIC à peu près qui ne dépasse pas les 300 €. Et donc si on compare ça avec la France, certainement oui, il y avait des augmentations dans tous les pays, etc. Mais le SMIC n'est pas la même chose. Voilà. Les aides qui sont données ne sont pas la même chose. Et donc là, la comparaison, moi je ne suis pas toujours dans ce débat de comparaison. Sincèrement, je n'aime pas les comparaisons parce que les situations économiques sont très différentes d'un pays à un autre. Je ne peux pas comparer les États-Unis au Maroc, je ne peux pas comparer la France, mais je dis simplement que la question du revenu est très importante lorsqu'on parle, lorsqu'on parle du pouvoir d'achat. Certainement, nous avons maîtrisé l'inflation, mais il y a des gens, il y a des classes sociales qui ont été touchées de façon drastique ou grave par l'augmentation des prix. Et moi, ce que je retiens de cette crise, c'est que pour la première fois, je comprends que le pétrole est un produit systémique. Ça veut dire que c'est un produit qui est vraiment très systémique. Ce n'est pas un produit de luxe. Ce n'est pas uniquement pour conduire ta voiture, ce n'est pas uniquement pour faire du tourisme, mais c'est aussi, ça rentre dans toute la chaîne de production. Et je pense que plusieurs classes sociales, la classe moyenne a été fritée en quelque sorte, elle a été vraiment touchée. Et surtout que lorsqu'on parlait de la loi de finances, jusqu'à aujourd'hui, dans les 100 dirhams qui sont collectés par l'État, vous avez à peu près plus que 70% ou 70 dirhams qui est payé par les personnes physiques et pas les personnes morales. Et donc, dans ce sens-là, oui, certainement, on aimerait avoir une année qui sera vraiment très positive, mais je pense qu'il y a des problématiques auxquelles on devrait répondre. Et l'urgence aujourd'hui, c'est le financement. Parce que le coût, tout à l'heure, on a parlé de marché des banques du Trésor. Sur l'épargne publique, aujourd'hui, nous avons plus que 70% d'épargne publique. Elle va vers les banques du Trésor. Et donc aujourd'hui, il y a le SOS qui est fait par la Banque centrale pour aider un peu à ressortir de ce problème de sous-liquidité sur le marché. Et donc là, il y a il y a des problématiques que le gouvernement aussi devra y répondre, pas uniquement. Il y a aussi des instances comme la Banque centrale, etc. Mais la situation n'est pas aussi simple. Je ne dirais pas qu'elle est totalement positive, où il y a une situation un peu grise, ni noire, ni blanche. Il faudra trouver des solutions. Et je pense que la solution aujourd'hui, c'est de pouvoir trouver des mécanismes exceptionnels pour des situations exceptionnelles. C'est ce que fait la Banque centrale, c'est ce que doit faire le gouvernement, et aussi instaurer, je le dis et je le répète, instaurer les réformes structurelles. Parce qu'aujourd'hui, oui, on est en train de parler du conjoncturel, mais le structurel, c'est ce qui est le plus important aujourd'hui. C'est quoi le structurel ? Le structurel, c'est les réformes qui changent l'économie tout entière. C'est-à-dire, c'est qu'aujourd'hui, il ne faut plus qu'on soit... C'est principalement fiscal. Non, ce n'est pas fiscal. Je dis, la réforme fiscale, c'est un des instruments qu'il faut mettre en place. Et je pense qu'on est d'accord, même la CGM, elle est d'accord sur ça. Vous avez aussi la protection sociale, c'est une réforme très urgente. Il faut qu'en urgence, on fait sortir ce qu'on appelle le registre unifié, qui doit être mis en place, en action. Vous avez également la charte sur l'investissement. Nous avions les 9 pages de la charte, ils sont là. Les textes d'application doivent se mettre en place. Et donc, courageuse, certes, comme le disait, pour reprendre les termes de Mehdi Tiazi, mais encore faut-il qu'il y ait le même courage dans les décrets d'application. C'est ça, qu'on attend vers le 3e trimestre peut-être de cette année. En tout cas, ce qui est le plus important aujourd'hui, c'est qu'il ne faut pas regarder la structure de l'économie actuelle. Il faudra se projeter dans le futur. Je parle du moyen et long terme. Ça veut dire qu'est-ce qu'on veut que ça soit l'économie du Maroc. Si on veut que ça soit une économie à haute valeur ajoutée, une économie avec une technologie qui va nous permettre de percer dans ce qu'on appelle les niveaux de valeur ajoutée, parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, on est dans le 3e rang au niveau technologique. On veut atteindre le 2e et le 1er, selon les classements internationaux. Nous sommes aussi dans des degrés de création de valeur ajoutée qui ne sont pas très importants, sauf pour quelques secteurs, comme la voiture, etc. Comme vous connaissez l'automobile, etc. Les métiers nouveaux, ouais. Voilà, les métiers nouveaux. Donc là, si on veut rentrer dans des secteurs qui sont promoteurs aujourd'hui, ou je dirais aussi des secteurs innovants, il faut que toute la structure de l'économie change. Et là, ça mérite, je dirais, un courage de la part du gouvernement et aussi une vitesse. Parce que, comme ça a été dit par Tiazi, c'est que
Aujourd'hui, nous sommes à pied d'égalité avec d'autres concurrents. Mais les autres concurrents, ils ont des marges de manœuvre encore plus rapides que nous. Je parle de la Turquie surtout parce que ce que fait la Turquie pour aider l'industrie, pour un peu encourager, etc., etc., il y a beaucoup d'exemples. Hein. Maintenant, à l'international, lorsque la Turquie rentre dans le marché de l'automobile international, la plupart des appels d'offres à l'international sont pris par la Turquie. Et donc là, il y a tout un encouragement de la part de l'État, de la part du gouvernement, pour que la Turquie soit... Et attention, même s'ils ont de l'inflation, attention, parfois, c'est une désinflation compétitive. Exact. Il faut savoir ça. Ça veut dire qu'ils jouent avec le taux de change pour garder leur D'évaluer la monnaie compétitivité. pour exporter Et c'est ce que plus. faisait la Chine jusqu'à 2015. Les États-Unis aussi. Oui, oui. Je parle de la Chine. Bon, je parle des pays qui sont vraiment émergents. Je ne parle pas des grandes puissances parce que les États-Unis, c'est un autre modèle. C'est une autre économie. C'est une grande économie. La Turquie, la Chine jusqu'à 2015, elle faisait ça. Et donc, elle a gagné jusqu'à ce qu'elle passe vers le régime de change flottant. Heureusement, je dis, pour le Maroc, que nous ne sommes pas précipité pour aller vers un régime de change flottant, comme ça a été fait par d'autres pays. Sinon, le dirham aurait été, je dirais, noyé en quelque sorte. Et donc, merci Dieu qu'on est resté un peu dans cette, je dirais, dans cette logique de régime de change à bande, je dirais, ou un régime intermédiaire, si on peut dire ça, à bande de plus 5, moins 5. Et vous faites bien d'évoquer ce point. Ce bug hier du moteur de recherche Google qui a fait déprécier le dirham face à l'euro et au dollar, donc qui a été rattrapé quelques minutes après. 15 mais minutes, oui. 15 minutes, ça a été suffisant pour que les captures d'écran inondent. Mais il y avait les aussi réseaux la déclaration sociaux de la Banque centrale. de Elle la a Banque déclaré, centrale, qui a sorti d'ailleurs une réactivité extraordinaire, parce que la Banque centrale a réagi dans l'heure, en sortant un démenti de la dévaluation scandaleuse du dirham. Bon, Mehdi Tiazi, parlons de loi de finances. Quels sont les points où vous êtes satisfait et quels sont les points que vous évoquez tout à l'heure qui peuvent être peut-être rectifiés pour le prochain projet de loi de finances 2024, en se rappelant à nos téléspectateurs que ce projet de loi de finances 2023, cette loi de finances 2023, parce que de toute façon, elle est sortie au bulletin officiel fin décembre, c'est le premier projet de budget de ce gouvernement Arhanouch. Bon, comme je le disais, je pense qu'il y a des... D'abord, je voudrais rebondir sur ce que vous disiez. Je partage parfaitement certains aspects, notamment la nécessité d'aller vers plus de valeur ajoutée dans notre économie. Ça suppose qu'on ait des mécanismes d'innovation qui soient plus financés, même si on a un beau premier exemple simplement sur la partie industrielle. Et ça suppose aussi qu'il y ait une accélération de l'ouverture de certains marchés. Et une des choses pour lesquelles on milite beaucoup, c'est qu'on remplace 80% des autorisations aujourd'hui par des cahiers des charges pour que des marchés soient ouverts et qu'on laisse place à l'innovation. Et sur ça, on le perçoit vraiment comme un axe d'amélioration important parce qu'on voit qu'ailleurs, l'innovation va plus vite, notamment dans les sujets liés au fintech, tous les sujets liés à la tech. Et ça, c'est un sujet, pour nous en tout cas, qui est important. Je partage aussi parfaitement votre analyse sur le fait qu'il y a une fracture sociale sur certaines classes qui ont beaucoup souffert et je pense que c'est notre rôle de continuer à supporter et continuer à trouver les mécanismes qui permettent de redonner du pouvoir d'achat à nos concitoyens. Mais là encore, l'État et en premier lieu Sa Majesté a déclaré que notre politique était une politique sociale, que c'est un État social, à la fois sur les aides qu'on citait qui ont été apportées, mais aussi sur l'AMO. Et donc, je pense qu'on joue bien avec les moyens dont on dispose et on n'a pas des poches extensibles à l'infini. Pour revenir à votre question sur la loi de finances, pourquoi est-ce qu'on pense que globalement c'est bon? Parce que si on regarde la mouture essentielle, le point essentiel, c'est qu'on a une convergence. Si on devait en retenir un, c'est qu'on a une convergence de l'IS à 20% pour 99,9% des entreprises. Franchement, si on vous posait la question, on vous avait posé la question en novembre, est-ce que vous pensez qu'on ira à 20%? Peu sont les gens qui auraient misé sur cette... C'est un point positif pour vous qu'une TPE paye 20%? Oui, bien sûr, 20%. Que ça passe de 10 à 20%? C'était 10% avant cette loi de finances. Non, regardons le taux global, le taux général. Vous avez la grande majorité des entreprises étaient sur un IS à 31%. Donc, grosso modo, ce 31% passe... On a trois taux. On a un taux à 31%, un taux à 20, un taux à 35 et un taux à 40. 40 pour un secteur, pour quelques secteurs donnés, en gros banque et assurance.
35 pour les entreprises dites très prospères et qui Au-delà de 100 contribuent millions de dirhams de chiffre d'affaires. de résultats. De résultats nets. De résultats fiscaux. Fiscal. Et là, ça concerne grosso modo 150 entreprises. Donc là aussi, ça va dans le sens de l'État social. C'est que les très riches contribuent plus que les autres. Et la grande majorité des entreprises sont à 20%. Donc toutes celles qui étaient autour de 31% descendent à 20%, avec en plus une retenue à la source qui passe progressivement de 15%, donc sur les dividendes, de 15% à 10%. En ce sens, on est en train de converger vers un taux qui est communément un taux mondial. Donc c'est à peu près vers ça que l'ensemble des entreprises mondiales vont. Donc nous sommes compétitifs. Donc si on devait regarder une chose, d'abord c'est celle-là. Donc de ce point de vue-là, sur ça, même si nous pensons qu'on aurait pu aller encore plus vite, plutôt que de le faire en 4 ans, on aurait pu le faire en 2 ans, c'est un élément extrêmement positif. Ça apporte une certaine clarté sur certains sujets, notamment sur la stabilité fiscale, et ça c'est un point que nous voyons positif aussi, c'est qu'on donne de la visibilité sur les entreprises et on dit maintenant, sachez que voilà vers quoi on va dans 4 ans, et on imagine que ça va aussi aller au-delà des 4 ans. Et donc, du point de vue de l'opérateur économique, ça rassure sur le fait que dans la première mouture, il y avait certains éléments que nous considérions, mais nous n'étions pas les seuls, que nous considérons comme étant au désavantage du Maroc. Et c'était, par exemple, le fait que des entreprises en zone d'accélération industrielle puissent se retrouver à payer 35% quand elles payaient 17 ou 8,75 pour certaines, ou je ne pouvais pas dire exactement, mais grosso modo entre 8 et 20. Et soudainement, elles se retrouvent à payer 35. Ça, nous avons considéré que c'était un mauvais signal à envoyer à des gens qui viennent chez nous et qui nous voient comme une plateforme industrielle, mais pas pour le marché marocain qui travaille à l'export. Donc nous avons milité pour une chose aussi, c'est de faire une distinction entre ceux qui... et là je parle simplement pour la clarté, je parle des entreprises grandes qui payent qui font plus de 100 millions de dirhams de résultats et donc qui paieraient 35%. Nous avons milité pour l'introduction d'une distinction entre ceux qui vont payer 35% parce qu'ils bénéficient du marché local marocain et qu'ils opèrent sur le marché marocain, et ceux qui viennent chez nous parce que c'est une plateforme et qui produisent chez nous pour réexporter, cela, c'est la compétitivité de la plateforme et l'intérêt de la plateforme qui les intéresse. Si demain vous grevez la raison pour laquelle ils sont venus, ils peuvent partir aussi vite qu'ils sont venus. Oui, mais il faut se soumettre aussi à certaines restrictions imposées par l'Union européenne. Et je parle de restrictions fiscales. Est-ce que c'est lié? Non, à partir du moment, ce que dit... de la liste grise des paradis fiscaux, etc. Est-ce que c'est lié à ça? Ce que dit la liste grise, c'est que les taux appliqués en local doivent être les mêmes que les taux appliqués à l'extérieur. Oui. Si vous êtes à 15% partout, soyez à 15% partout. Si vous êtes à 25%, soyez à 25% partout, mais ne faites pas de distinction entre les deux. Là, nous sommes restés à 20% partout, ce que nous considérons être très bien. Donc ça, c'est les aspects positifs. Je pense que la stabilité que ça apporte est un aspect positif. Nous avons eu des questionnements, par exemple, sur le sujet des OPCI, sur lesquels on a bien compris que le mécanisme avait été, j'aime pas beaucoup ce terme, mais bon, pour qu'on se comprenne bien, il avait été un peu perverti. Donc il avait été utilisé par des entreprises pour optimiser leur parc immobilier, etc. Donc on a bien compris que ce n'était pas l'intérêt, et donc il fallait apporter une modification, sauf que la modification qui est apportée, de notre point de vue, rend le mécanisme global non compétitif, et donc le faire 3 ans ou 4 ans ou 5 ans après la mise en place du dispositif ne nous semble pas être une bonne idée. Et nous pensons par exemple que pour casser ce mécanisme d'autolocation, on aurait pu imposer que l'apporteur ne puisse pas être le loueur, et simplement par ce biais, on cassait ce mécanisme. Donc il y a certains aspects comme ça, certains points sur lesquels on n'était pas tout à fait d'accord, mais je pense que dans les grands principes, on a plutôt une bonne loi de finances. Je voudrais justement autre chose. Vous interpellez tout à l'heure, Zakaria Firano a parlé de financement. Ouais. Comment vous avez accueilli, parce que vous avez plus ou moins accueilli de manière très positive cette loi de finances, comment vous avez accueilli la hausse des taux d'intérêt, du taux directeur, et on parle de resserrement
de politique monétaire. Est-ce que cela, de par les remontées aussi que vous avez des chefs d'entreprise, est-ce que cela va freiner aussi ou va peut-être atténuer les ambitions de financement, notamment en termes d'investissement? Bon, sur les taux d'intérêt, peut-être 1 ou 2 angles de lecture sur ça. Est-ce que les taux d'intérêt devaient être réaugmentés ou pas? Bon, force est de constater qu'il y a une inflation, visiblement, que la grande majorité des banques centrales mondiales vont vers une réaugmentation des taux. Donc, de ce point de vue-là, on n'est pas choqué. Et tant qu'on a une inflation qui est maîtrisée, même si je suis tout à fait d'accord sur le fait qu'on peut débattre sur le panier constitutif de cette taux d'inflation, mais bon an, mal an, on n'est quand même pas très... on a une inflation qui est maîtrisée. Je constate que les taux directeurs auxquels nous arrivons sont les taux pré-Covid. Donc cette hausse est la conséquence d'une baisse d'il y a 2 ans. Et à 0,25 près, je pense qu'on retrouve les taux qu'on avait en 2019, un truc comme ça. Donc je ne suis pas choqué par cette augmentation. Si on arrivait à se financer en 2019 avec un taux directeur qui était autour de 2%, on arrivera, ou de 2,25%, on arrivera à se refinancer en 2023 avec un taux directeur qui est au même niveau que celui de 2019. Donc oui, c'est une hausse, mais c'est une hausse qui vient juste après une baisse du même ordre de grandeur, et donc ça ne nous inquiète pas beaucoup. Avec une conjoncture différente. Un point d'attention, cela étant, les crédits qui avaient été donnés pendant la période Covid d'Aman Relance et d'Aman Oxygène... J'y arrivais justement, c'était ça ma question. Et l'échéance, c'est 2023. Il faudrait qu'on se mette d'accord sur l'impact sur la manière d'impacter ces crédits auprès de ces entreprises, parce que je rappelle que les entreprises ont été, celles qui ont bénéficié de Daman Relance et d'Aman Oxygène, manifestement étaient en difficulté pendant le Covid. On rentre dans une période où elles vont devoir, elles ont commencé à rembourser, mais je pense que là, on arrive à la période où c'est les deux qui vont commencer à être remboursés. Exact. Parce qu'on arrive à l'échéance des 2 ans de grâce. Et si on y arrive au moment où les taux directeurs sont augmentés, j'imagine que ça va être impacté. Il va falloir qu'on fasse attention à ce point. Est-ce que ça fait partie des négociations que vous avez avec l'exécutif, mais surtout avec le groupement bancaire? C'est un point très actuel, puisque l'augmentation des taux directeurs est assez récente. Parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui déclarent ne pas pouvoir rembourser ces crédits d'Aman Oxygène et d'Aman Relance. Alors, il y a 2 sujets. Il y a est-ce que... On peut déjà rembourser. Est-ce qu'on peut rembourser, pas rembourser? Ça, c'est de l'ordre de... Est-ce que... Et je pense que ça rentre dans le cas... C'est de l'ordre de l'opérationnel, si je peux le dire, des banques. Est-ce qu'on restructure, on ne restructure pas? Et il y a, est-ce qu'on augmente ou on n'augmente pas le taux, qui est encore un autre phénomène. Je pense que la question de rembourser, pas rembourser, c'est vraiment l'opérationnel des banques. Et je pense que le dispositif mis au départ tenait compte de ça, avec des principes de garantie par Temwilcom, etc. Maintenant, et c'est pas un fait nouveau, mais ce qui est un fait nouveau, c'est que c'est l'impact de l'augmentation des taux sur les taux de remboursement, ou pas. Informel, avant de finir, malheureusement, il reste beaucoup de sujets, mais c'est quand même un point important, parce qu'on l'a vu pendant le Covid, ça capte quand même quelque chose comme 80% déjà de l'emploi, on l'a vu avec les aides qui ont été distribuées. Est-ce que vous pensez que le gouvernement a besoin d'un peu plus de courage pour répondre à cette problématique de l'informel? Est-ce que vous pensez aussi que les dispositions fiscales sont assez encourageantes, dispositions fiscales, administratives, bureaucratiques, etc., pour capter une partie de l'informel? Je sais que c'est un sujet qui est très lourd, c'est un sujet qui est très profond, c'est un sujet qui a fait l'objet de plusieurs réflexions, mais plusieurs réflexions ont donné plusieurs propositions, recommandations, il y a même eu des actions, mais le résultat reste le même. Très bien. Bon, avant de commencer, j'aimerais juste éclaircir un point, c'est que par rapport à l'augmentation des taux d'intérêt, l'impact sur les programmes qui ont été donnés aux entreprises. Donc là, je pense que normalement, les banques n'auront pas intérêt à changer leur taux d'intérêt actuellement, sur le court terme. Pourquoi? Parce que le mismatching de leur bilan, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas de problème. Je pense que d'ici 1 an et demi ou 2 ans, peut-être que les banques vont augmenter leur taux d'intérêt. Et en plus, je pense que ces programmes-là sont établis généralement en taux d'intérêt fixe. Ça veut dire que ce n'est pas un taux d'intérêt variable, je pense, dans la plupart des cas, parce que si on prend un peu l'enquête qui est effectuée par Banque El Maghrib, à 95%
des taux d'intérêt qui sont établis dans l'ensemble des crédits sont établis à taux fixe. Sont rares les gens qui choisissent des taux d'intérêt variables sur les crédits. Donc je pense qu'il n'y aura pas cette problématique. Bon, mais vous êtes vraiment dans le bain et vous êtes vraiment dans les négociations avec les entreprises, vous pouvez savoir mieux. Mais je pense que sur le court terme, la question des taux d'intérêt ne se pose pas. Ce qui se pose sur le court terme, c'est la question du remboursement. C'est-à-dire, est-ce que les projets ont donné lieu à une richesse qui a été créée? Et c'est ça le grand problème. Très grande question. Voilà. Oui, oui, et oui. donc là, le remboursement dit principal qui va poser problème. Mais le taux d'intérêt, je ne pense pas que c'est vraiment, ça sera un sujet d'actualité. Vous le savez Voilà, aussi, moi, j'ai- professeur Ferrano, cet argent-là a servi à renflouer les caisses. Tout à fait. Vous parlez de Daman Relance Oui, oui, et oui, Daman tout Oxygène. à fait. Relance, Ah, pour l'instant, C'est pour le plus système oxy- bancaire, pour le oxygène système, qu'autre je chose. parle pour le système bancaire, ça ne pose pas de problème parce qu'il y a le mécanisme de garantie. exact. Welcome. Et donc Exact. là, à 80%, il n'y a pas de problème. Mais l'idée, c'est que, est-ce que ces entreprises-là, donc il faut faire un bilan, je pense, sur le financement qui a été donné, est-ce que les entreprises ont pu bénéficier en termes de création de richesse par rapport à leur return on equity, return on assets par rapport à ces Moi, actions. je pense qu'il Bon, faut c'est juste une, voilà, Il juste faut, une il faut remarque. se remettre dans le contexte dans lequel ça a été donné. Oui, oui. Il ne faut pas oublier d'où on vient. Moi, je me rappelle qu'il y a 2 ans, en mars, tout était arrêté. Tout à fait. Les gens n'avaient plus de revenus, plus de salaire. Et donc, on était en train de. c'est pour... ouais. On était dans une logique pompier. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait maintenant pour donner? Et donc, nous avons créé en urgence ces mécanismes, pas pour financer des projets productifs, Pour aider. mais Voilà. bien sûr Exact. pour aider. C'était comme Exact. ça que ça a été fait au début. Donc, c'est. C'est pour ça que j'ai parlé du taux d'intérêt ne doit pas changer. Rapidement, Parce un mot que, sur voilà, l'informel, parce sur qu'il nous l'informel, reste un peu voilà, moins d'une Voilà, minute. pour l'informel, je résume. Nous avons à peu près, je pense que statistique est connue, nous avons à peu près entre 3,5 à 4 millions d'individus qui sont déclarés, que ce soit dans le public ou dans le privé, si on prend les statistiques. Maintenant, sur les 15 millions de population active, nous n'avons que 4,5 qui sont ou 4 ou Je jusqu'à parlais de 5. 80%, Et donc ben oui. voilà, 10 millions de personnes, ils sont où? Ils travaillent où? Ils sont généralement dans l'informel. Et donc là, dans l'emploi, l'informel est très important. Et donc c'est un manque à gagner pour l'État. Merci beaucoup. Mehdi Tazdi, vice-président général de la CGE. Merci Merci à vous. d'avoir participé à l'émission. Mes remerciements vont également au professeur Zakaria Ferrano. Toujours un Merci plaisir de vous également. accueillir. Toujours un plaisir partagé. Et bien sûr, mes remerciements sincères à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à Questions d'Actu. Très bonne soirée.